Est-ce qu'on te voit? Je sais pas. Nefta. Hi. Tu lèves les bras parce que peut-être on ne sait pas qui c'est. On a la déesse. On a Féliline. I think so. Voilà. I think so. Et en fait, notre expo, c'est une première. Et on avait commencé à faire cette expo un peu dans mon atelier à Artruche. Et puis, on continue un petit peu comme ça. J'ai pensé à vous inviter parce qu'on est vers la fin du mois de mars. Alors, je ne sais pas si c'est le 8 mars qui est la journée de la femme ou si c'est le mois de mars qui est le mois de la femme ou les deux. Les deux. Et donc, j'ai pensé à Nefta parce que tu as le Festival Cris de Femmes. Daina, tu as une exposition, en fait tu participes à une exposition à l'honneur de la femme, faite par un homme. Tu nous en diras, tu vois, c'est un peu intéressant. Et Féliline Lucol qui, il n'y a pas longtemps, a ouvert son atelier au public, son atelier maison-jardin à Anse-Bertrand. Et est-ce que c'est encore ouvert? C'est ouvert tout le temps ou comment c'est? Disons que j'ai fait une petite porte ouverte pour montrer l'étape aux voisins et j'ai invité d'autres personnes. Mais cette chose-là est en amélioration tous les jours. Et un jour, on aura une inauguration. Mais je teste tout, je veux dire, sur place. Alors, non, c'est pas totalement fini. Un jour, bientôt. Mais donc, quand je suis venu la dernière fois, c'était juste ce week-end-là. C'était une étape. On ouvrait les portes pour que les voisins arrêtent de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien apaiser les curiosités parce qu'à chaque fois, ils voient changer les choses et voilà. Est-ce que tu peux te présenter un peu, vite fait? Je suis Féliline Lucol, née en Guadeloupe, élevée en France, revenue en Guadeloupe et enfin, je peux créer, je peux donner libre cours à tout ce que j'aime. Et en revenant, j'ai découvert la récupération et je suis la plus heureuse du monde. La récupération? La récupération d'objets. Alors, quand je suis revenue, c'était un grand choc. Dis-nous quand tu es revenue. C'était il y a 19 ans maintenant. C'était un 1er janvier 2002. D'où? De Métropole. Et j'avais décidé que j'arrêtais la métropole parce que j'en pouvais plus. Et je venais ici en retraite. Et je suis arrivée un peu à bout de souffle. Et puis j'ai quand même pris du recul. Et c'est là que je me suis aperçue que la Guadeloupe, je ne la reconnaissais plus. Elle était comme ailleurs. Mais tu étais déjà artiste ou tu es devenue artiste ici? Je deviens petit à petit artiste. Non, mais tu avais déjà une pratique artistique? Non, je n'avais pas de pratique, à part le fait d'avoir fait des études de publicitaire décorateur, d'avoir été à Disneyland, à Disney World, faire du portrait. Après, Disney World, faire du portrait, à Disney en Floride, ils ont le World Showcase. Et là-bas, il y a à peu près 11 capitales. 11 capitales, dont Paris. Et à Paris, ce qu'ils ont retenu, c'est la place du Tertre, c'est la restauration, etc. Et j'étais censée être une de ces artistes de la place du Tertre à faire des portraits toute la journée. Et j'en faisais énormément. Je m'en épluchais une trentaine par jour, à savoir des profils, des 3/4 à l'aquarelle que je connaissais pas bien et au pastel. Mais voilà, c'était. Est-ce qu'il y a un vice à savoir dans le portrait? Est-ce qu'il y a un raccourci? Est-ce qu'il y a des raccourcis? À force de faire, s'il y a des choses que tu sais, que tu regardes, que tu sais que si tu arrives à faire ça, t'es sûr que ça ira. Les yeux. Si on arrive à faire les yeux et on donne de la vie à ses yeux avec ce petit point de lumière, on a gagné. Le reste peut aller. Est-ce que parfois ils nous en font pas trop? Parce que moi, quand j'ai vu beaucoup de portraitistes, beaucoup de Chinois, notamment à Central Park et tout, ils y vont tellement à fond dans les yeux qu'on reconnaît même plus vraiment la personne. Mais en même temps, la personne a des yeux magnifiés et magnifiques, mais c'est pas sûr que ce soit ses yeux à elle ou il. Donc toi, tu parles de la vie qu'on trouve dans l'œil, ou tu parles de la forme de l'œil qui représente la personne elle-même? Disons que l'idée, c'était tout de suite de regarder ce qui faisait le particulier chez l'œil, dans l'œil de la personne, et capter ça tout de suite et se concentrer dessus.
Parce que il faut dire aussi que dans ces affaires-là, il y a moins d'art que de commerce. Il faut aller vite. Et on nous apprend à rendre joli, à lifter les mentons, etc. Photoshop en direct. Moi, j'étais têtue, donc j'en faisais un peu plus quand même pour me satisfaire, sinon j'aurais pas aimé. Mais souvent, on me rappelait à l'heure en disant « mais va plus vite, et oui, tu lui enlèves le double menton, tu lui raccourcis les oreilles en cachant, en faisant une belle coiffure qu'elle n'a même pas, tu lui rajoutes un peu de bleu dans les yeux, mais surtout ne rate pas les yeux. » Et la lumière. Et bon, quand j'étais fatiguée, j'appliquais la règle parce que c'est vrai que 30 portraits par jour, c'était costaud quand même. Hein. Mais est-ce que ça fait une overdose après? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de portraits dans ce que tu exposes à la Fondation Clément, disons. Non. J'adore le portrait. J'ai apprécié qu'on m'emploie pour faire du portrait alors que je n'ai pas fait d'école pour ça, rien, mais on a trouvé que j'avais ça en moi et on m'a demandé de faire. Alors après, ils ont voulu me formater, faire du portrait, lifter, etc. Et 30 par jour, etc. Bon, j'en faisais 30 par jour, beaucoup plus que mes collègues, parce que moi, j'ai ce souci que ça ressemble. Et les clients, les visiteurs aiment quand ça ressemble. Un minimum quand même. Parce que souvent on dit, quand on fait un portrait, on met beaucoup de soi dedans. Moi j'essayais quand même de me détacher de ça, d'essayer d'éviter ça, de faire toujours des portraits de la même manière. Donc les gens ayant eu ayant pas aimé le portrait du collègue, venaient, se rabattaient sur moi. Je prenais ça d'abord pour de la flatterie, etc. C'était flatteur pour moi, mais à force, où tout le monde est déjà parti, vous êtes encore là et vous vous dites, j'en ai marre, mais on vous veut. Alors bon, vous vous redressez, mais à la fin de la journée, bon, on se dit, demain j'en ferai moins. Mais demain, il y a un petit quelque chose qui fait que rebelote, parce que on revient spécialement pour vous. Alors ça nous maintient. Mais en fait, donc tu aimais bien ça, finalement. J'aimais bien ça, j'aimais cette rigueur américaine. Est-ce que quelque part, le fait aussi d'être apprécié un peu plus que les collègues par le public... C'était flatteur. Et c'était d'autant plus flatteur que tu n'avais pas fait l'école d'art, tu n'étais pas formé, quoi. Oui, parce donc tu avais ce sentiment de maîtriser quelque chose par toi-même, quoi. Il y a eu... Pendant tout mon séjour là-bas, il y a eu une espèce de fierté parce que mes parents n'aimaient pas quand je dessinais. Voilà. Aller chez Chambitin, sérieux, pour faire. Après, bien sûr, après, il y a ces écoles qui me disaient, bon, ben, t'es pas bonne en maths, vas-y, va voir ailleurs. Donc, ça, on se dit, ouais, j'aurais aimé faire une grande école d'art parce que je me sens complètement investie par ces choses esthétiques, par la beauté de faire, etc. Mais bon, passons. Donc on fait une école de publicité et de décor étalage parce que finalement, ça a un petit côté artistique, ça amène plein de culture, etc. Puis un jour, une entreprise vous appelle et vous dit, toi, on te veut, il y avait 50 autres personnes, on était 5 à partir. Ça, c'est flatteur. Ça, pour de l'art, hein, en plus, c'est pas... Hein. Pour faire du portrait. Alors, quand je dis ça à mes parents, j'ai envie de leur dire, hein, d'accord. Une fois que j'atterris là-bas, je retrouve des gens qui venaient d'écoles de Lyon, des beaux-arts de par-ci, etc., etc. Et je me disais, oh là là, ça va pas le faire, je vais me sentir perdue encore dans cette équipe. Eh ben non, les gars, ils étaient venus sous les cocotiers, ils me faisaient tout et n'importe quoi, ils s'amusaient encore, ils vivaient l'expérience avec beaucoup plus d'aisance que moi. Moi, j'étais très à carreau, toujours à l'heure, etc. Mais j'avais quand même cette fierté de toute cette queue derrière moi, partir après tout le monde parce que j'avais des portraits arriver, etc. Mais voilà, tout ça a été une belle aventure. Pour dire que... Est-ce que toi, t'es parti quand, toi? Après Joseph Pita ou après Gerville Réache? Je sais pas où. Je sais que t'es revenu, mais je sais pas d'où tu es parti. Je suis d'abord partie à Paris, mais après le lycée. Gerville? Non, j'étais pas à Gerville, j'étais à Providence, vous savez.
Mais tu n'étais pas à Joseph Pita à Basse-Terre alors? Oui, mais Oui. après j'ai décidé de partir Pourquoi aux Abymes. Basse-Terre? L'air de Basse-Terre ne t'allait pas? Non, non, c'était pour prendre des cours de danse. J'étais chez des auteurs. Ah, ça a commencé quand alors les cours de danse? Moi, la j'ai danse, commencé très tôt, hein, très très tôt. J'ai seriné mon père. Au studio Varnier. Non, Non? j'ai commencé dans un atelier. Je trouve que c'était très libérateur avec Lucette Bogat. C'était pas une école de danse, c'était un atelier de danse. Et on était d'abord c'était à Gourbert et après on était à Rivière-Sens. Donc c'est un peu la même zone. Et puis Mais là, c'est la petite Stéphanie, là. C'est Ouais, c'est la petite 13 ans, Stéphanie. 14 ans. Non, j'ai commencé à 6 ans. Ah, carrément. J'ai commencé à 6 ans et donc j'ai commencé avec Lucette. Et ça a été très formateur parce que très tôt, en fait, j'ai créé. Donc j'ai commencé à chorégraphier, j'avais 13 ans. Justement. D'accord. Donc, danse à 6 ans, Joseph Pita, Providence et Paris. Et Paris, Pour- j'ai étudié à Créteil. Donc je suis partie faire des études de langue parce qu'à l'époque, mon père me disait que la danse ne nourrit pas son homme. Évidemment. D'accord, comme le dessin, quoi. Voilà, au moins, si tu te casses une jambe, tu auras un métier, un autre métier que tu pourras faire. Et il n'a pas tort, je trouve. Je trouve que ça m'a plutôt servi parce que aujourd'hui, je peux être difficile et je peux choisir. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément. Non, c'est-à-dire que j'ai connu des personnes qui avaient privilégié la danse, ce qui est très bien aussi. J'estime que quand on fait ce choix-là, c'est très courageux. Quand on a des parents qui nous soutiennent, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des gens qui ont cette chance-là quand même. Alors, moins chez nous qu'ailleurs. Mais ça a nourri un peu le travail que je fais aujourd'hui. Et donc, du coup, langue en France. J'ai fait langue étrangère LEA au début, appliquée au commerce international. Moi, je me rappelle d'une spécialité sur la communauté haïtienne aux États-Unis. Ouais. Donc, les États-Unis arrivent à quel moment? Les États-Unis arrivent assez tôt, en fait. J'ai fait 3 ans d'études en région parisienne, à Créteil. Après le LEA, l'économie et la finance, c'est pas mon truc. Donc, je suis allée en LCE, donc langue étrangère, langue, littérature, civilisation étrangère, ce qui était beaucoup plus proche de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'homme, l'humain, la culture. Et je suis rentrée en Guadeloupe parce que je trouvais que ce que j'étudiais à Paris était trop loin de moi. C'est-à-dire qu'on parlait du monde anglophone, mais on parlait du Canada, des États-Unis, de l'Australie, mais jamais de l'Afrique, jamais de la Caraïbe. Ou alors très peu, où on parlait un peu de l'esclavage, mais alors je me suis dit non, il faut que je rentre. Je suis rentrée à l'Université des Antilles. Les Antilles-Guyane à l'époque. Et je suis partie d'abord à Porto Rico pour un master. En espagnol? Non, j'étais partie, oui. C'était en études anglophones, parce que j'étudiais l'indépendantisme à Porto Rico. Et ensuite, j'ai préféré refaire mon année de master, enfin de DEA à l'époque, pour faire un DEA, pour faire en fait des recherches sur la communauté haïtienne, la diaspora haïtienne. Parce que ça nous concernait, parce qu'il y a une diaspora haïtienne en Guadeloupe. Pour comprendre un peu. Et puis, j'avais déjà commencé à étudier le mouvement des droits civiques quand j'étais à Paris. J'avais commencé à étudier le jazz. C'est Martin Luther King, Malcolm X, tout ça. Exactement, le mouvement des droits civiques, alors tous ces grands messieurs qu'on cite souvent. Et c'est-à-dire que c'était les droits civiques des Noirs, et puis on avait fait aussi les LGBT, etc., dans ce cours. Et quand je suis rentrée, j'ai fait d'abord une maîtrise ma dissertation de maîtrise, c'était sur le jazz. Et donc ensuite, il y avait toujours une part artistique dans ce qui m'intéressait, en tout cas dans la recherche. Puis j'ai travaillé sur la diaspora haïtienne parce que je voulais étudier une communauté noire qui ne soit pas africaine, américaine au sens classique, j'allais dire, voilà. Mais ça a été aussi très intéressant parce que j'étais visiblement... Il y a peu de chercheurs qui travaillent sur la communauté haïtienne qui ne soient pas haïtiens. Mais du coup, qui t'a rencontré? Est-ce que parce que parfois ces choses se font souvent à l'occasion de rencontres aussi? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Je parle pour Haïti. Non, la première rencontre avec Haïti, ça a été par mon père. Comment? Il avait connu, dans le cadre de son travail, Jean-Bertrand Aristide. Je me souviendrai toujours du jour où il a été élu. Je me souviens encore de la scène où on était dans la chambre de mon père. Tu avais un lien avec lui avant qu'il soit élu?
Pas moi. Mon père l'avait connu par rapport à son avant travail. d'être élu. Voilà, avant qu'il soit élu. Donc il était content parce que tout le monde s'était dit que Jean-Bertrand Aristide, c'était finalement la libération du peuple haïtien. Bon, l'histoire a décidé autrement, enfin les hommes ont décidé autrement, mais je me souviens de ce jour-là. Et je me souviens que mon père était très heureux, que finalement Haïti allait enfin connaître, on va dire, la paix. Bon, et ça m'avait assez marqué. Et puis c'est vrai qu'en discutant avec mon père, parce que je cherchais un sujet intéressant, c'est lui qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas la diaspora haïtienne? Et il avait aussi un ami ici, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, j'allais dire, bien placés, en tout cas qui ont des métiers. Parce qu'on a toujours une image très caricaturale des personnes d'origine haïtienne. Donc qui est médecin et qui m'a dirigé d'abord le premier voyage vers des contacts à lui et vers sa sœur aussi qui habitait à Poughkeepsie, dans l'État de New York. C'est comme ça que je suis partie pour ce... Mais j'étais déjà partie 2 ans avant, quand je travaillais sur le jazz. J'avais déjà fait une première enquête de terrain, en fait. Donc c'était aussi intéressant, en passant par des amis à mon père, donc Randy Weston, et les musiciens de son groupe. C'est comme ça que j'ai connu d'autres musiciens, en fait, à New York. Et donc, du coup... tout ça et la danse en même temps ou la danse en même temps quand j'étais à Paris. S'arrête, reprend, comment ça se passe? C'est ça, la danse s'arrête, reprend. Quand j'ai étudié à Paris, j'avoue, ça a été... je suis un peu... Bon, j'ai toujours ce côté-là, un peu où je suis un peu... on va dire... comment on dirait ça en français? On va dire... les rats de bibliothèque. Je suis... Oui, t'es un peu une intello, quoi. Voilà, et donc j'étais, mes premières années, j'étais à fond sur mes études. Et ensuite, j'ai pris quelques cours de danse au studio harmonique, mais bon, je ne pouvais pas en faire autant que quand j'ai commencé. Et quand je suis rentrée en Guadeloupe, parce que je fais beaucoup d'allers-retours ensuite, quand je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai repris la danse en semi-professionnel, où je dansais avec Eric Gagneur, avec différents chorégraphes. Et puis, au gré de mes études, quand je partais à New York, j'ai fait de la danse là-bas dans des écoles. Voilà, parce que j'ai l'impression que tu as un parcours où tu rentrais, mais tu repartais, tu rentrais. Tu n'étais pas rentré pour dire, comme par exemple, comme Féliline, bon, ils ont lâché, ils sont rentrés, et voilà, quoi. En fait, toi, tu as fait un peu beaucoup plus d'allers-retours, c'était progressif, disons. Voilà, mais maintenant, tu es plus ici. Maintenant, je suis rentrée depuis 4 ans, mais aussi parce que j'avais des projets de recherche que je voulais mener. Et je savais que je ne pouvais pas le faire en étant ailleurs qu'ici. Parce qu'en fait, je pense que, comme je l'écris dans certains de mes articles, on fait souvent un triangle comme ça, où on va se chercher, mais chez les autres. C'est-à-dire qu'on va aux États-Unis, beaucoup, j'en ai parlé avec beaucoup d'artistes ici, où ils vont s'intéresser au rap, donc jusqu'à revenir et faire leur propre musique. Et moi, j'ai fait ça un peu, c'est-à-dire que j'ai cherché mes propres réponses dans la communauté haïtienne, la communauté africaine-américaine. Tu restais combien de temps en tout? Je veux dire, quand tu dis que tu es revenu il y a 4 ans, donc tu serais resté combien de temps dehors, disons? Dehors, j'ai vécu en Suisse aussi, enfin bon, j'ai fait... Oui, mais pas juste dehors, quel que soit, en Suisse, aux États-Unis, à Paris, même en faisant des allers-retours, hein, mais je veux dire... Je vais dire... 20 ans? Non. Moins? Je dirais 10 ans. 10 ans? Oui, parce que j'ai fait 3 ans à Paris, je suis revenue faire mes études ici. Et après, je suis partie vivre à l'étranger. D'accord. Dans le cadre de mes études et en dehors de mes études aussi. D'accord. Daina, you speak French? Oui. Yes? En effet. Or Creole only, you said? Creole only, non. Non. Malheureusement, je n'ai pas cette prétention encore. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pas sur le plateau. Hein. J'allais te poser la question. Ce serait plutôt moi qui devrais te poser la question. La dernière fois que je t'ai vu, je pense qu'on t'a importé, en fait, la dernière fois que tu étais ici. Exact. Vous m'avez importé. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenue. Que tu étais, oui. Combien de temps? Ça faisait au moins 5 ans que j'étais pas revenue en Guadeloupe. Mais du coup, tu étais aussi à Gervillers ou à Versailles? J'étais à Versailles. Ouais, j'étais à Versailles. Très bastérien. Ouais. Toi, tu n'es pas de Bastère tellement. Non. Mais j'ai essayé quand je suis revenue d'habiter partout. Grande-Terre. Non, j'ai essayé d'habiter partout. J'ai fait quasiment un tour de la Guadeloupe quand je suis revenue. De maison en maison. Alors, tu disais donc Versailles, non? Ouais, Versailles. Après, j'étais à Rivière-des-Pères.
Rivière-des-Pères, en plastique, alors. en art appliqué. À appliquer. Ouais, Et exact. après Paris, Et après Paris. Enfin, Combien? Paris. Non, Montreuil. d'accord. Ouais. 5 ans, c'est ça? Plus. Depuis cette année, ça aurait fait 8 ans. 8 ans, D'accord. 9 ans. Mais avant, j'ai vécu... moi, j'ai fait mon enfance, en fait, en région parisienne. Mm. Mais donc, tu as fait ton bac ici, mais avant d'être ici, tu étais déjà aussi en France. Ouais. Donc, tu es né en France ou tu es né ici? Je suis née en France. D'accord. Ouais. Et là, tu es ici pour l'expo ou tu es ici à cause du Covid? Je suis ici à cause du Covid. D'accord, welcome back. Non, je suis pas seulement ici à cause du Covid, c'est pas vrai. Ça faisait... C'est une bonne raison pour nous. Hein. C'est une raison valable, disons. une raison valable, c'est une raison valable Mm. parce que clairement, être là-bas actuellement dans ma situation, c'est une dépression nerveuse assurée. Il n'y a pas d'autre mot. Mm. À 25 ans, n'importe qui à Paris, là tout de suite, peut pas aller bien. Enfin, ou difficilement, ou alors il se ment à lui-même. Donc j'ai décidé de suivre mon instinct et de revenir en Guadeloupe. Et qu'est-ce que tu fais avec Nicolas Nabajotte? Là, actuellement, on est sur son exposition Anima, donc qui... Pardon. Est-ce que c'est moi ou l'affiche d'Anima, il y a on dirait une femme qui a les jambes écartées. Mhm. C'est qui? Qui est cette femme? Tu veux dire le modèle? Je sais pas, c'est toi qui réponds, moi je pose des questions. Non, écoute, ça faudrait... Mais c'est pas gênant? Non, pas du tout. Pourquoi? Enfin, justement, c'est intéressant. Si Ouais. c'est gênant, ça peut être gênant et c'est là qu'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même un mythe, il y a quelque chose qui fait peur dans l'entrejambe de la femme. Il y a... À tort ou à raison? Alors là, moi j'en ai un, hein, c'est toi qui en as pas, je peux pas te dire si... Moi, non, le mais mien- le mien- est-ce que j'ai tort d'avoir peur ou pas? Ah, bah, écoute, c'est un monde de mystère. C'est sûr que tout ce qui est Donc, j'ai raison inconnu peut d'avoir faire peur. peur. Bah oui, vu que peut-être tu ne le connais Donc en pas. fait, est-ce qu'il y a une terreur des femmes à travers leur entrejambe? Je pense qu'il y a une terreur Féliline. des hommes à travers l'entrejambe. Non, des femmes qui sèment la terreur. Bon, tu m'as déjà accusé d'être trop Non, j'ai pas masculine. accusé. Moi, je Là, reprends. maintenant, tu me je regardes reprends- avec un sourire. Non, je reprends les C'est termes comme un pic. de la déesse. L'entrejambe de la femme? C'est la déesse qui parle. Mais Ah oui, pardon, Daina, aussi la déesse. En vrai, je voudrais parler de ça aussi, des artistes qui changent de nom, mais À propos on femme, finit. hein, cela dit. oui, l'entrejambe de la femme. Est-ce un Mon outil avis. de terreur? À mon avis, ça doit être méconnu. Ouais. Parce qu'on vit, on vit sur la tête. De toute façon, on marche sur la tête. On connaît très mal. On se connaît très mal. On connaît très mal la terre. On connaît très mal tout. Alors, l'entrejambe, c'est vraiment le mystère. Et c'est peut-être de là que naît toute cette espèce de choses qui ne fonctionnent pas bien. Tous les Parce que problèmes de la Terre sont là. pas mal de problèmes viendraient de là. Et déjà, la vie vient à peu près de là, si tu vois ce que je veux dire. Nefta? Mais bon, Je sais pas s'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. Moi, je pense que... enfin, que de ce- ce que ça représente. Oui, Mhm, voilà, ce que ça représente. Moi, je pense que les hommes ont peur de la puissance des femmes. absolument. C'est tout. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Non? On ne devrait pas avoir peur. Et l'atelier du clit, comment ça s'est passé? Très bien. Tu y étais ou pas? Bien sûr. Aux deux? T'étais à Bastère? À Bastère, à Jarry. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là, je dis ça comme ça parce que je sais Bah, pas de quoi je parle. l'atelier Et pour du ceux clit, qui alors nous écoutent. on a décidé cette année, j'ai décidé cette année, je dis Clit on, pour clitoris, collectivement. hein, juste pour être sûr. Clit pour que- clitoris, oui. Cette année, de revenir sur Dans le la- cadre du festival. Hein. Dans le cadre du festival Cri Femme, de revenir sur, on va dire, la thématique de la sexualité des femmes que j'avais abordée en 2015 à Paris, où j'avais fait naître justement le projet Clip Revolution, que je fais encore ici avec des femmes. Donc on se réunit entre femmes pour parler de sexualité, pas de sexe. C'est une grande nuance. Tu nous expliqueras? Oui, j'expliquerai. Et donc cette année, on a proposé aux femmes de s'intéresser à leur écosystème, puisque
que nous sommes tous des écosystèmes, nos peaux sont des écosystèmes pour plein de petites... entre les germes, enfin bref, on va faire un cours de biologie, mais en tout cas, cet écosystème aussi, quand on dit que le vagin a sa propre vie, c'est vrai, le vagin d'une femme a sa propre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent là, et la plupart des femmes, ou aucune femme ne connaît réellement cet écosystème. C'est-à-dire que la première chose, si on voit le clitoris, où les féministes essaient de le mettre de plus en plus en avant et le faire être plus présent dans l'espace public, c'est parce que justement il n'existe pas dans la conscience collective. Le pénis existe, c'est-à-dire tout le monde peut dessiner un pénis, c'est à quoi ça ressemble, on a tous étudié en biologie, la coupe latérale du lion, c'est les bourses, tout le scrotum, tout ça on connaît. Par contre, on ne connaît pas du tout, et même en médecine, on l'a vu, dans l'atelier, il y avait des femmes qui étaient infirmières, qui étaient sages-femmes, etc., qui disent elles-mêmes qu'en cours de médecine, on ne leur apprend pas où est le clitoris, comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, quand on fait cet atelier, il ne s'agit pas de faire un atelier pratique où on s'est inséré un œuf de yoni. Non, ça on peut le faire chez soi. Mais on a appris que quelque part, ce qu'on a appris aux femmes avec un médecin, c'est déjà comment elles sont faites. C'est-à-dire anatomiquement, comment c'est fait dans cette partie, où se situe le clitoris, comment ça marche, le périnée, etc., etc. Tout ça, c'est l'œuf de yoni permet, même si c'était une pratique sexuelle chez les c'est femmes, quoi l'œuf de yoni? C'est un petit œuf, donc c'est un œuf, hein. C'est Pâques, donc c'est dans le terme. Mais c'est un œuf en bois, en marbre, c'est un œuf de poule, pierre, de caille, en pierre semi-précieuse. Qui est fait, donc c'est comme la litho. Qui est fabriqué par qui? C'est fabriqué par... Non, le yoni c'est justement le vage. C'est le vage. Non, le yoni, non, mais sérieusement, parce que pour moi, je ne sais pas, l'œuf en partie, c'est un œuf qui s'appelle comme ça parce qu'il est fait avec une certaine pierre, à partir d'une certaine pierre. Oui, on peut choisir sa pierre. Et qui est fait avec des proportions particulières. Qu'est-ce qui fait que de cet œuf-là qu'il est l'œuf de yoni déjà? Alors, l'œuf de yoni, c'est justement simplement l'œuf qu'on insère dans le vagin. Le yoni, c'est le vagin. Donc, un œuf devient de yoni parce qu'il est introduit dans le vagin. Donc, ça peut être n'importe quel œuf. Non. C'est un œuf en pierre, comme je dis. Donc ça peut être un œuf de caille, par exemple. On peut choisir, en fait, par exemple, je porte ça, d'accord, tout le monde, de plus en plus, porte ces pierres semi-précieuses qui peuvent être rechargées énergétiquement et chaque pierre, en fait, a son utilité. Donc on peut choisir en quelle pierre on veut avoir son œuf. Et la dimension. Ou ses œufs. Alors, il y a plusieurs dimensions. Donc, à quoi il sert, en fait, cet œuf de yoni? Il sert à travailler son périnée. Donc ça, les femmes qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants savent, même si, comme disait ma mère, enfin le docteur qui nous a accompagnés, docteur Mélion, qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ne rééduquent pas leur périnée après une grossesse. Parce que, justement, la façon de le faire, ça paraît, justement parce qu'on est étrangère, justement, à son vagin, les femmes qui ne se masturbent pas, etc., donc il faut mettre son doigt, par exemple, pour travailler le périnée, pour le remuscler, ne serait-ce que pour avoir des relations sexuelles où on a de meilleures sensations, parce que c'est distendu avec l'accouchement. Et donc l'atelier du clit, c'était dans ce sens-là? Alors l'atelier du clit, qu'est-ce qui s'y passait? Alors qu'est-ce qui s'y passait? On a d'abord expliqué, première étape, comment est fait... toute cette matrice, l'utérus, le périnée, où ça se situe. C'était ouvert aux hommes et aux femmes ou juste aux femmes? Oui, il y avait des hommes et des femmes. Et donc les gens s'inscrivaient ou venaient direct? Ils s'inscrivaient. Il fallait s'inscrire par rapport au Covid, c'était mieux pour contrôler les jauges. Parce qu'au bout d'un moment, c'était épuisé, on ne pouvait plus s'inscrire. L'idée, c'est d'expliquer déjà comment ça fonctionne et pourquoi on utilise un œuf de yoni. Si on ne sait pas comment c'est fait, on ne peut pas se dire « Ah, mais effectivement, c'est utile ». Non, mais alors, le rapport entre le clit et le yoni? Le rapport entre le clit et le yoni, c'est... le rapport entre l'œuf de yoni, ça a plus de rapport avec le périnée. Voilà, ça c'est... Mais l'idée déjà d'expliquer... l'écosystème dont tu parlais. L'écosystème, c'est déjà de refigurer, de figurer, justement, comment est fait un clitoris, parce qu'on a tous l'idée du petit bouton. C'est pas un petit bouton, c'est aussi long qu'un pénis, d'accord? Remettre en question tout ce qu'on sait sur la sexualité. 10, 11. Enfin bon, après on va pas discuter de la taille des pénis. Non mais c'est pas... Non, c'est moins long parce qu'en fait, toi tu parles, tu veux... 10, 11.
10, 11, mais tu parles de la partie cachée de l'iceberg, parce que le pénis, c'est une partie cachée aussi. Donc, si on l'ajoute... C'est normal, si tu parles... Je n'ai pas dit que c'est pas normal, mais je veux dire... C'est normal, c'est la même chose, sauf que nous, on a le même sexe à la naissance, mais je veux dire, tu le sais, avant la naissance. Non, mais il faut que tu ajoutes la grandeur visible et la grandeur invisible du pénis. Non, attends. Là, tu veux faire une bataille, ça c'est Non, très masculin. C'est toi qui as dit c'est aussi grand. Non, c'est pas masculin. C'est toi qui as dit c'est aussi grand que. Donc c'est toi qui as amené la comparaison. C'est pas moi. C'est aussi grand, mais toi tu veux dire c'est aussi grand ce qu'on voit. Mais on parle pas de ce qu'on voit, on parle de l'organe en lui-même. Mais l'organe est complet. Donc, alors déjà, la comparaison vient de toi, pas de moi, et l'organe, il est complet d'un bout à l'autre, sauf que pour le pénis, il y a une partie visible plus importante, mais il y a aussi une partie invisible. C'est pas la question, c'est pas de savoir ce qui est visible ou ce qui n'est pas, c'est la taille de l'organe. Si tu mesures, il faut mesurer tout, visible et invisible. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'invisible dans votre pénis? Rien. Parce que tu ne le sais pas. Parce qu'il est extérieur. Pas du tout, il y a une grande partie invisible. Certes, mais je veux dire, dans l'organe, le clitoris... D'accord, pour comprendre justement pourquoi c'est important de savoir son anatomie, c'est comment ça fonctionne. Et on va pas se cantonner justement à la partie extérieure, donc la pointe de l'iceberg, n'est-ce pas? On va parler justement, et toute la vie de l'iceberg se passe justement à l'intérieur. Exactement. Donc du coup, l'atelier, les gens venaient et ils étaient accompagnés par une artiste pour fabriquer donc il y avait deux ateliers. Pas leur propre, mais pour fabriquer un clitoris. Un clitoris, puisque c'est quelque chose qui une sculpture clitoris. Une maquette. Oui, enfin, c'est pas leur clitoris, mais clitoris de quelqu'un, je veux dire. Voilà. En tout cas, oui, une figuration. Voilà, en fer, en bois. C'était armature en fer avec du tissu, donc ça s'était fait par Judith. Donc on avait un premier atelier où on apprenait, parce que l'œuf de Yoni, c'est le périnée, mais autour du vagin, il y a le clitoris. Donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Et donc, atelier clitoris, comment ça s'appelait? Climax. Non, Climax, c'était hier soir. Climax, c'était l'exposition. C'était le titre du festival, en fait. Et l'atelier clit s'appelait comment? Atelier clit? Design ton clit. Design ton clit, voilà. Design ton clit et aussi Clit Revolution. Clit Revolution, alors, est-ce que Clit Revolution, comme l'entrejambe, n'est pas un peu... agressif contre les hommes? Est-ce qu'on n'a pas... Pourquoi c'est contre les hommes? Parce que la révolution se fait contre le pouvoir en place, non? La révolution se fait contre le pouvoir en place. Parce que si tu remarques bien comment c'est écrit, ça s'appelle... Tu me poses la question, j'explique ma question jusqu'au bout pour être sûr qu'on se comprend. La révolution se fait contre un pouvoir en place, généralement par un groupe de personnes qui pensent être opprimées ou être mal jugées ou mal traitées. Et quand on met clit à côté, on a le sentiment que le clit s'oppose au pénis, puisque c'est un sexe contre l'autre. Enfin, jusqu'à présent, à part les LGBT et compagnie, on connaît deux genres. Et donc, du coup, clit révolution, on a l'impression que c'est la révolution du clit. Et on se dit que, tiens, si le clit fait une révolution, ça doit être contre le pénis. Je pense ça, c'est ce que tu te dis, toi. Mais c'est ce que c'est. Il y a aussi une grande part spirituelle avec une culture qui date d'il y a plus de 5000 ans. Enfin, je veux dire, le mot yoni, il sort de quelque part. Enfin, je pense que là-dessus, tu pourras aussi... Enfin, moi, j'aimerais que tu m'en parles parce que c'est quelque chose qui nourrit énormément mon travail. Et à partir du moment où tu utilises le mot yoni, je pense qu'il y a aussi toute une donnée spirituelle qui fait qu'on ne peut pas être dans la confrontation, en fait. Enfin, non, c'est exactement ça. C'est pas du tout... Clit Revolution n'a jamais été contre qui que ce soit, mais pour. Et une révolution, je ne pense pas que ce soit contre systématiquement. Je pense que parfois les gens font leur propre... Moi, je crois en la révolution subtile. Je ne crois pas qu'on doit être dans la confrontation. Parce que quand on fait Clit Revolution, je fais aussi des mixtes. C'est-à-dire qu'on invite aussi des hommes à discuter de la sexualité. On n'est pas là dans l'antagonisme, mais pour mieux comprendre ce qui se passe chez les uns les autres. Mais d'abord, pour les femmes, comment ça se passe pour elles. Est-ce que c'est un engagement? Oui, c'est un engagement personnel. Engagé déjà. dans un sens? Bien sûr. Est-ce que les différentes sortes d'engagement, en tant qu'artiste maintenant, sont compatibles ou des sources d'inspiration? Parce que ça peut à la fois pas être compatible
mais à la fois des sources d'inspiration. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Et j'aimerais bien poser la question aussi à Danae, parce qu'elle n'est pas très loin, en fait, de cris de femmes dans certaines de ses dessins, notamment. Daina, par exemple, excuse-moi. Okay. Moi, je pense... Alors, je dis souvent que pour moi, il n'y a pas d'art sans engagement. Ça, c'est moi. Je ne fais pas généralité. Pour moi, je crée justement à partir de ce qui me mobilise, ce qui me touche, ce qui m'affecte, ce qui m'interroge. Et donc souvent, ce sont des choses, d'ailleurs même dans ma poésie, au début on m'a même demandé si j'étais anti-homme, pas du tout. Le premier recueil que j'ai fait s'appelait Les bulles d'existence, mais ça ne parle pas contre les hommes, mais de ce que les femmes vivent. Ce qu'elles peuvent vivre potentiellement, la douleur existe dans le couple. Est-ce que tu es plus... des deux côtés. Est-ce que le mot féminisme t'est étranger? Non, moi je suis féministe. Tu es féministe. Est-ce que ton engagement est plus féministe que géopolitique, par exemple, dans le contexte guadeloupéen, enfin? Moi, je pense qu'il y a les deux. Bon, je ne peux pas être féministe sans être géopolitique, parce que... Non, mais par exemple, parle de la géopolitique dans le sens de l'histoire géopolitique de la Guadeloupe, hein. Hommes et femmes. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux pas me positionner en tant qu'artiste guadeloupéenne, femme guadeloupéenne. Pour moi, c'est quand on parle d'intersectionnalité, tout va ensemble. Je ne peux pas être soit féministe, soit géopolitique. Pour moi, c'est tout ce que je fais est de toute façon géopolitique. Si je publie sur mon travail ou je publie sur la diaspora haïtienne, etc., je publie à l'étranger parce que c'est un acte politique et géopolitique. Est-ce que ça ajoute pas un niveau de division? Non. Je pense c'est-à-dire une catégorie, puis une sous-catégorie, pas sous, c'est pas le bon mot, hein, mais une sub-catégorie, si tu veux, tu vois, dans le sens où, il y a ça, puis ça, puis ça, et puis à la fin, on se retrouve juste un petit nombre, quoi. Non, moi je pense qu'au contraire, en me positionnant clairement comme guadeloupéenne, déjà pour moi c'est une façon d'inscrire la Guadeloupe dans le monde. Parce qu'on existe par... dernièrement j'écrivais quelque chose sur l'hypo-insularité, qui est justement le fait d'être insulaire. On est déjà insulaire archipélique. Et en même temps, par exemple Marie-Galante est hypo-insulaire par rapport à la Guadeloupe. Mais nous sommes hypo-insulaires par rapport à l'Europe. On est dépendant de quelque chose et qu'on ne nous connaît pas, on connaît la France. Et quand on parle de la Guadeloupe, on a l'impression, beaucoup de gens ne savent pas, ne savent même pas, même dans la Caraïbe. Tu vas à Cuba, tu vas en Haïti, enfin, pas en Haïti, mais tu vas à Cuba. Beaucoup de personnes ne savaient pas du tout l'histoire, même dans les publications scientifiques, et j'ai vu des choses qui m'ont... j'étais un peu surprise, en fait. Je me suis dit, mais vraiment, en fait, c'est trois mondes qui ne se touchent jamais. La Caraïbe francophone, anglophone, hispanophone. Parce qu'en fait, ils ont leur propre champ de référence. Et quand ils parlent de nous, on a l'impression qu'on est encore sous le joug du maître. Donc c'est un peu... Est-ce que les considérations de domination sont présentes dans ton travail, et est-ce que ces considérations sont présentes de plus en plus? En fait, je parle de la relation du fait d'être guadeloupéenne et de la relation géopolitique au niveau de l'histoire et aussi aujourd'hui par rapport à la France. Déjà, moi je suis pas que guadeloupéenne. Je suis guadeloupéenne, indienne, française, vietnamienne. C'est... Par exemple, je vous entendais dire ça, j'ai tilté, vous avez dit l'extérieur. Donc comme quoi il y a un intérieur qui serait la Guadeloupe et l'extérieur. Moi, dans mon inconscient, il fonctionne pas comme ça. Parce que j'ai des parts de moi qui proviennent de l'extérieur. Et j'ai tellement d'extérieur que, je peux qu'être moi, quoi. Et en partant de ça, déjà, je pense que je regarde plus les choses avec une forme de comment dire, de rejet, de distanciation. J'essaie de prendre beaucoup de recul et de rester lucide
face à ce que je vois. Après, bien évidemment, je ne suis pas insensible au fait d'actualité qu'il y a en Guadeloupe, parce que, at the end of the day, le seul endroit que j'appelle chez moi, c'est la Guadeloupe. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai planté mes racines, en fait. C'est là que mon imaginaire, il est né ici. Mais où? À Rivière-des-Pères? Non, il est À Gervais-H? à Matouba. À Matouba? Mes racines, elles sont là, en fait. Elles sont vraiment. C'est ta mère qui est d'ici ou ton père? Ta mère? Ma mère. D'accord. Elle est où maintenant? Elle est. Je veux dire, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, elle est à Marseille. D'accord. Mais ici, j'ai encore mes grands-parents avec qui je suis très proche. Mais je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, mon travail, il parle de moi. Et vu qu'il parle de moi dans ma globalité, dans mon entièreté, en fait, même dans ma façon de voir les choses, je ne veux pas entrer en confrontation. Mais est-ce que tu peux faire l'économie De ne pas entrer en confrontation? de la confrontation? En fait, je fais un choix. Hein. C'est un choix que tu peux faire, vraiment. Bah oui, c'est Est-ce un que choix. c'est un choix qu'elle peut faire? Le choix de l'unité, pour moi, c'est un choix. C'est un choix. Enfin, pour moi, l'unité. Est-ce qu'elle peut faire l'économie de la confrontation? Non, je pense pas qu'on puisse faire l'économie de la confrontation. On peut ne pas être dans une démarche de confrontation, on peut l'être. Moi, je le On suis. peut essayer, mais pas assez. Mais parfois, on peut se retrouver face à quelqu'un qui se sent confronté, en tout cas, par rapport, tu vois, Est-ce que- c'est est-ce pas que- forcément de toi, mais quelqu'un qui reçoit mal. Bien Est-ce sûr. qu'il y a différentes phases? Est-ce que toi, tu es guadeloupéenne à 100%? Danae dit qu'elle est à 20%. Non, je ne pense pas parce que depuis... C'est quoi Bon, ça? Danae n'a pas dit ça. Daena, elle est entière. Elle est 100% Daena. C'est tout ce qu'elle est. Moi, je ne pense pas, je ne me sens pas en tout cas guadeloupéenne. En fait, pour moi, la Guadeloupe, c'est un carrefour des mondes. On ne peut pas être guadeloupéenne à 100%. C'est quoi être guadeloupéenne puisqu'on vient des quatre coins du monde et on arrive à trouver un terrain d'entente. On est de partout. En fait, je me sens de partout. Il y a des choses qui me touchent mais de tu partout. nous fais un peu machin. Mais je pense que. Nefta, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je sais que moi, je. Ah Est-ce oui, que je tu es suis avec moi à guadeloupéenne. 100%? Moi, je suis guadeloupéenne. Après, Je suis à partir guadeloupéenne. de quand la Bah, parce Guadeloupe, que- on peut dire, bon, ça y est, ça, à partir de quand on peut dire, ça y est, ça, c'est la Guadeloupe. Non, mais pas C'est parce pas que toi, obligé. tu es Mais- Hans Bertrand, comme c'est marqué sur le t-shirt. Non, mais je pense qu'on fait la confusion entre deux choses. Si on devait avoir une nationalité, si on était indépendant, on serait guadeloupéen. Oui. Pour moi, être guadeloupéenne, c'est simplement je suis de la Guadeloupe. Même si je sais que j'ai du sang chinois, j'ai du sang amérindien, j'ai du sang noir et du sang blanc. Moi, je reconnais tout ça en moi, il n'empêche que je suis guadeloupéenne. Je me sens pas, et moi je le Mais dis, te je le rejoins vis, là aussi, tu ouais. vois, par opposition Oui. à, Ouais, enfin, par voilà, opposition, c'est ça. j'allais dire, ça veut dire, si je me sens française, je suis française sur le papier. De toute façon, Ouais. l'identité, c'est plein de couches différentes. Moi, je suis une femme noire, guadeloupéenne, afrodescendante, mais pas que, mais je me sens pas chinoise nécessairement, même si ma grand-mère est à moitié chinoise. Je me sens pas blanche, même si du côté de mon père, ni amérindienne, mais je sais que tout ça, ça fait partie de moi. Et dans mon travail, tu vois, ça ressort. Moi, je- Est-ce que Mais c'est j'ai tellement intéressant? l'impression que on n'a même pas encore commencé à mettre tout ça à plat. C'est vrai, c'est vrai. c'est- Est-ce tellement que, confus, qu'est-ce que tu peux dire du fait que tu aies commencé ta pratique artistique en Guadeloupe, alors qu'avant, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, moi, c'est vrai, je me pose des questions. Alors je me dis, bon, déjà, t'as les parents, ouais, bon, ok. En fait, On c'est arrive pas, en fait, enfin- c'est pas tout à fait c'est- vrai que c'est pas tout à fait vrai que puisque tu faisais des portraits en France. C'est- Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le sens où Quand je Créer suis ton arrivée en propre, Guadeloupe, ouais. j'ai commencé, je me suis libérée. donc tu as le sentiment que ce que tu fais, que tu as commencé à faire des choses qui étaient plus créatrices, Disons créatives déjà, je suis arrivée et plus personnelles. et il fallait que je fasse quelque chose qui me soit propre, plus gagner ma vie. Il fallait vraiment, pour que je reste en vie là, parce que j'avais fait une grosse dépression, est-ce que ça vaut la peine d'être... Ça ne sert à quoi de vivre en fait. Je suis arrivée en Guadeloupe, c'était point zéro. C'était soit je trouve le moyen de dessiner toute la journée et on verra si un jour je gagne de l'argent avec ça ou
ou sans Mais quand tu sans dis drame, dessiner, hein. tu veux dire créer ou tu veux dire Dessiner. Je ne créais rien d'autre. Je faisais Donc, que du dessin. mais, Je reproduisais. Mais des portraits aussi, encore ou autre chose, ou tout ce qui passe. Alors, il y avait la fierté de la Guadeloupe. Alors, tu avais toujours des paysages, des personnages habillés, etc. Depuis mon enfance, c'est toujours ça. Je suis arrivée, je me suis dit, si j'arrive pas à faire ça, tant pis si je bouffe pas, il faut que je fasse au moins ça. Sinon, je me tire une balle, mais pas dans le sens, ouais, je suis en dépression. Non, j'ai fait le pour et le contre. Là, maintenant, si je trouve pas un terrain d'entente avec la vie, ben, je tire mes révérences parce que ça vaut pas la peine. Je suis arrivée, je me suis mise à dessiner. Je suis restée comme ça, des mois, pyjama, dessiner. Juste dessiner, sans même sortir. Je me suis mise en retrait. Quand j'ai vu ce que c'était que la Guadeloupe, j'ai été effrayée parce que là, je savais plus où aller pour trouver la paix. Je me suis mise en retrait, à Bois-Ripoux aux Abîmes, mais loin de la route. Et je dessinais toute la journée. Mon fils, il se débrouillait tout seul puisque je l'avais élevé comme ça. Il avait 11 ans. Et petit à petit, j'ai commencé à sortir, mais timidement, et hop, rentrer à la maison. Et je dessinais. Et j'ai retrouvé l'envie de juste aller dehors, regarder, etc. Je voyais des choses magnifiques, je voyais de l'abondance, je voyais je voyais vraiment la Guadeloupe dans toute sa beauté. J'étais là bêtement devant des arbres, devant des oiseaux, etc. Et j'ai commencé à faire de l'aquarelle. L'aquarelle, j'en avais jamais vraiment fait. Quand je faisais des portraits en Floride, c'était pas de l'aquarelle. Et là, j'ai appris l'aquarelle par moi-même et ça m'a tenue. Jusqu'au jour où j'ai commencé à sortir vraiment et à shooter dans trop de canettes et à prendre des petites choses comme ça. Et là, la publicitaire étalagiste, décoratrice, là, a été touchée. Et puis je suis en moi-même quelqu'un de compulsive. J'ai commencé à voir plein de choses gratuites. J'ai commencé à ramasser. Et là, je ne saurais pas dire à quel moment je me suis sentie bien. Et parle-nous de ce que tu présentes à la Fondation, alors, du coup. Et je présente Dans à la l'escalier. Fondation. Déjà, tu as fait une sorte de grillage avec des... muselés de champagne. Ça s'appelle comme ça, des muselés, des fils de fer, des bouchons de champagne. Qui tiennent le bouchon au liège. Donc du coup, il y en a combien à peu près? Il y en a 3280. Tu les as comptés? Oui. D'accord. Souvent on me demande par rapport à l'infini, combien? Mais les gens... Bon, je me résous à compter, parce que c'est une question qui m'agace. Combien de temps, combien de pièces, etc. Là, je l'ai fait l'exercice parce que je travaille avec Patrice. Patrice, lui, il est dans la performance, mais il faut qu'il calcule son... D'accord, je joue le jeu. Patrice est ton compagnon, mais aussi Patrice est mon membre compagnon de ce qu'on a... et il est arrivé en cours de route dans l'association Ripart, que je tiens un peu toute seule, mais je tiens. Et donc, ce que déjà, pour qu'on comprenne un peu ce que tu as présenté, déjà, c'est sur un mur qui est relativement grand, qui mesure quoi, qui mesure 10 mètres par 6 mètres de haut au plus haut. Et donc, quand tu m'as invité à faire ça, j'ai accepté le défi parce que j'adore ça. Et je dirais, j'ai appris à aller faire des défis. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, je me suis dit, là, plus rien ne me fait peur. Et vu le nombre de matériaux qu'il y a, je vais vivre. Et donc, du coup, c'est une sorte de filet, c'est comme un filet, comme un grand filet de c'est pêche. comme un assemblage où je tisse les muselés avec du fil électrique, comme on pourrait le faire en Afrique du Sud, comme on pourrait le faire dans certaines communautés en Guyane, comme on pourrait le faire en Afrique. Je tisse et je crée là, j'essaie de reproduire un tissu comme je le faisais quand j'étais petite en faisant du crochet. J'essaie comme ça de faire les choses au hasard et après de trouver un sens en me basant sur le matériau et la couleur, etc. Donc, on a préparé 3 pièces, donc il y a cette pièce-là, parce que on s'est dit on ne va pas arriver sans rien. Il y a la pièce avec les boîtes de sardines et il y a la pièce avec les couvercles de boîtes de sardines retournés. Et en fait, tous ces matériaux, on les accumule parce que déjà on aime accumuler. C'est les matériaux qu'on consomme le plus ici, sinon on les aurait pas. On en est même à faire un itinéraire pour savoir où les trouver, à quelle période, etc. Un vrai travail
Et oui, on en fait consommer aussi, puisqu'on est dans l'accumulation. Le champagne, par exemple, les musées de champagne, par exemple, c'est le dimanche matin, après les boîtes de nuit. Là, on a les bennes pleines de bouteilles de champagne, de bouteilles de Perrier, de canettes. Donc, on se laisse imposer ça. Donc, puisqu'il y en a beaucoup, hop, on prend. Les boîtes de sardines, c'est pareil. Les couvercles de boîtes de conserve, c'est pareil. On a un restaurant qui nous en donne plein. Eh ben, voilà, c'est ça notre matière. On ne choisit pas. On se laisse imposer. Et après, on stocke. Le stockage, c'est jouissif. C'est une grande partie du travail. Et après, on assemble. Et je pars du fait que les assemblages doivent être humaines. Je veux dire, humainement, voilà. Ça ne doit pas être la machine sophistiquée qui fait le travail à ma place. Ça ne doit pas être quelqu'un que je vais employer qui fera le travail à ma place. Je veux collecter, nettoyer, percer avec un marteau et un clou, Mais plus simplement, et assembler. Comment s'appelle l'œuvre à la Fondation? Nous n'avons pas de nom. On laisse toujours, la plupart du temps, on laisse libre. Donner un nom. Est-ce que c'est un engagement écologique? Ce n'est pas un engagement écologique. C'est un engagement de quelqu'un qui est compulsif. Et c'est un engagement de quelqu'un qui aime les belles choses que d'autres ont designées avant et que je vois mal ça partir à la poubelle. Il me les faut. Et parce qu'il y a du beau dans l'accumulation. Et c'est juste ça. Puis humainement, c'est comme une prière qu'on fait. C'est ces mêmes gestes qu'on répète. Et on est là. Et puis alors, on se dépasse soi-même. Et avec des choses simples. Moi, je fouille les poubelles. Choses impensables avant. J'arrive en Guadeloupe, je veux vivre et je retourne à fouiller dans les poubelles et pour accumuler parce que tout ça, tout ce que j'étais avant, je me déshabille de ça, puis sans peur, j'attaque la récup, mais avec une espèce de voracité, enfin une espèce de frénésie là, et bon, voilà. Donc, ce qui se trouve dans les escaliers, c'est justement c'est l'espace qui devient trop petit parce qu'on aurait pu en mettre, et le temps imparti qui devient trop parce qu'on aurait pu en mettre encore des kilomètres. Daïna, est-ce que qu'est-ce que tu présentes alors aux Abîmes, toi? C'est 3 œuvres. L'intérieur, c'était vraiment le sujet de prédilection. Le sujet là qui était important, c'était l'intériorité. Donc il y a la puissance, la lumière et la reine intérieure. Et ce sont des œuvres que j'ai faites en 2018. Donc ce sont des acryliques. Quelle dimension, ouais. C'est à peu près 170 sur 120. Donc c'est assez grand quand même. En fait, là, quand je parle de l'intériorité, c'était vraiment une création qui vient de mes tripes pour se déposer sur la toile, quoi. Et je les ai travaillées, contrairement à la majorité de mes œuvres qui sont faites en un geste. Là, c'était des couches et des couches et des couches. J'ai travaillé avec du plastique, en fait. J'ai fait des couches de plastique dans lesquelles j'ai découpé, et ensuite, au fur et à mesure, je suis revenue à l'acrylique. Enfin bref, c'était tout un process pendant genre 2 mois où je redécouvrais le fond, quoi, le fond des choses. Voilà. Mais ce sont des femmes, non? Ce sont des formes. Ce sont des déesses, en fait. Ce sont des déesses. Typiquement, le nom que je me suis donné, donc la déesse, c'était pas un délire égocentrique. C'était pour nous rappeler à nous tous qu'on était des êtres divins faisant une expérience sur Terre. Donc on portait tous en nous une forme de divinité. Et chez moi, elle s'exprime comme ça, elle s'exprime à travers de l'abondance, à travers une forme de vapeur. Et c'est des choses qui m'habitent, qui m'entourent. Et qui sont dans les œuvres. Et qui sont dans les œuvres, qui s'incarnent à travers mes œuvres. Donc les œuvres ont une dimension spirituelle. Totalement, ouais. C'est en fait moi mon obsession. Moi aussi, je suis une grande obsédée. Mon obsession, c'est la sexualité sacrée. C'est la sexualité au niveau éthérique, en fait.
Et c'est ça que je peins, c'est comment matérialiser tout ce qui se passe en moi, qui me dévore quelque part, qui m'envahit, et le canaliser et le matérialiser, quoi. Nefta disait qu'il y avait une différence entre sexualité et sexe. L'un ou l'autre. L'une ou l'autre. Ben, la différence que je fais, c'est que le sexe, c'est une pratique justement qui est déspiritualisée, si je puis dire. Quand on parle de sexe de manière très légère, grivoise. On va en parler même avec violence, dans ce côté compulsif qu'on a aussi chez nous, de consommer en fait l'autre. Et quand on parle de sexualité, on parle de tout ce qui consommer l'autre. Oui, de consommer l'autre. Qui consomme qui? Les hommes qui disent qu'ils mangent les femmes. Et les femmes, non, pas les hommes. J'ai pas dit qu'elles mangent pas les hommes. Je dis en tout cas qui le dit. Je ne pense pas que ce soit les femmes qui disent qu'elles mangent les hommes. Hein. Non. Non. Mais en tout cas, je dis dans les deux sens. Je ne dis pas homme ou femme. Je dis qu'on a une tendance, en tout cas, à consommer l'autre. Les hommes. Non, je parle en général. D'accord. C'est pas pour rien qu'on est les départements les plus touchés par les MST, c'est qu'on est dans une consommation, une espèce de compulsivité de cet acte qui est complètement dénué finalement de son sens, qui est la connexion entre deux êtres, quelles que soient leurs orientations sexuelles. C'est comme ça que tu penses ça aussi ou pas? Ou toi c'est plus physique? Non, c'est éthérique chez moi. Je comprends pas. Éthérique, c'est ce qui... Il y a, disons mais que... quand tu dis ce qui te dévore, tu parles physiquement? Non, je parle de façon subtile, de réalité subtile. Je parle pas tout de suite de réalité physique. Je parle à un niveau énergétique, en fait. Mais je suis totalement d'accord avec elle. Moi, si le texte que j'ai présenté dans la performance qu'on a fait avec les femmes... Oui, alors justement, on fait Click Revolution, on fait une œuvre collective à chaque fois avec les femmes. Je ne sais pas si on a en régie la photo. Tu nous envoies une photo en noir et blanc, notamment. 2 photos en noir et blanc. Qui n'ont rien à voir avec Click Revolution. Hein. Mais ça fait partie de ce que tu as présenté pour le festival, non? Ce que tu as envoyé. Les photos des 3 femmes en noir et blanc. Non. Ah bon? C'est autre chose alors. C'est autre chose, ouais. Ça fait partie de ta danse et de ta chorégraphie. D'accord, désolé. Alors reviens sur la performance. Ce que je disais à la fin de mon texte, justement, où je parle de l'orgasme, et je dis c'est... Masculin ou féminin? De l'orgasme. Point. De l'orgasme. Que justement, en ayant un orgasme, en connaissant l'orgasme, c'est ainsi que j'ai compris que j'étais faite à son image, à l'image de Dieu. Et je pense que pour moi, l'orgasme, la sexualité, c'est une connexion avec le divin. C'est pas quelque chose qu'on a fait en disant c'est mal, c'est sale, c'est pas beau, c'est pas propre. Non, parce que et quand on parle de sexualité, justement, ce que je voulais dire, c'est quand on parle de sexe, enfin, je sais pas, en société, on en parle tout le temps, c'est dans l'espace public, c'est partout. Mais jamais on ne parle de ce qui est érotique, de ce qui est sensuel, de ce qui est spirituel. Non, je trouve pas. Non, dans les conversations, on n'en parle pas. On parle pas des gens différents. Mais non. Mais je parle avec les bonnes personnes, cela dit. Mais je remarque qu'on parle. Non, je pense que dans les conversations mondaines, on parle pas spirituellement. Je regrette. Je suis désolée. Non. Non, c'est pas ça que tu as dit. Mais non, c'est ce que j'ai dit. Quand on parle de sexualité, on parle justement de tout ce qui fait, tout ce qu'on amène dans notre relation à l'autre. La sexualité, c'est d'abord la relation à l'autre, c'est pas relation à soi et à l'autre. C'est pas l'acte sexuel, c'est pas l'acte charnel. Si, ça, c'est non. Non. Oui ou non, moi c'est pas ma question. Ma question c'est tout de même, l'orgasme existe dans les 2 cas. Que la sexualité soit prise de façon spirituelle, de façon grivoise, je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais ou de façon vaine même. Dans les 2 cas, pour homme ou femme, l'orgasme existe. Alors pour moi, il n'existe pas de façon vaine, c'est ça le truc. Ben non, mais tu peux pas dire ça. Non, je te le dis. Il n'existe pas l'orgasme. C'est-à-dire que quand tu mets de façon vaine, ça ne peut pas être vain. Un orgasme ne peut pas exister de façon vaine. Il peut exister, que ce soit mécanique, je l'entends, mécanique, mais non, ce que je vais appeler mécanique, je suis en train de nier mais de façon vaine, pour moi, en tout cas en tant que femme, je peux te dire qu'avoir un acte sexuel vain, je n'ai pas d'orgasme. C'est tout ce que je te dis. C'est trop compliqué pour nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'où l'intérêt du clitoris. Non mais c'est ça. Sur ces belles paroles, je vous remercie à toutes d'être là. Qu'est-ce qu'on va retenir? Peut-on
orgasmer ça de manière vaine, non. Chez nous, c'est n'arrive mort. pas. On n'est pas fait Bah, pour tu ça. vois, ouais, Féliline. dans mon travail, oui, Merci. voilà, moi je connais l'orgasme, c'est génial. Ouais, c'est ça. Nefta, Ouais, merci. et ça fait, Merci, c'est Thierry. important. Diana, merci. Merci La à prochaine toi. fois, on parlera de vos noms d'artistes. Allez. Thank you very much. I will see you next time.